Été le plus chaud de l'histoire, incendie exceptionnel, inondations dévastatrices. L'Europe a vécu en 2021 une avalanche d'événements extrêmes. Alors que Moscou assure avoir pris le contrôle total de Mariupol, Washington juge cette annonce contestable. Le président ukrainien lance un appel pour une aide financière internationale. Alors que de nombreux réfugiés continuent de quitter l'Ukraine pour fuir la guerre, certains d'entre eux ont décidé de rentrer au pays pour célébrer Pâques avec leurs proches. La justice française a émis un mandat d'arrêt international contre Carlos Ghosn dans le cadre d'une enquête pour abus de biens sociaux et blanchiment. La justice allemande inculpe le principal suspect dans l'affaire Madi, du nom de cette petite Britannique disparue en vacances au Portugal il y a 15 ans. Alors que l'on célèbre ce 22 avril la journée de la Terre, le service européen sur le changement climatique Copernicus livre un rapport alarmant. L'Europe a vécu en 2021 une avalanche d'événements extrêmes. C'était notamment l'été le plus chaud de l'histoire du continent, avec des canicules de plusieurs semaines en Espagne ou en Sicile, où les températures ont atteint les 48,8 degrés. Une chaleur accompagnée de sécheresses persistantes qui ont provoqué de nombreux incendies. 800 000 hectares sont ainsi partis en fumée en juillet et en août, un record. A l'inverse, le continent a aussi subi d'intenses précipitations qui ont entraîné la mort de plus de 200 personnes en Allemagne et en Belgique. Avec une hausse moyenne des températures de 2 degrés depuis l'ère pré-industrielle, l'Europe se réchauffe plus vite que le reste du globe. Dans son dernier rapport, le GIEC a présenté plusieurs solutions pour contenir le réchauffement climatique, notamment la sortie le plus rapidement possible des énergies fossiles. Après presque 2 mois de siège, Mariupol est tombé aux mains des Russes. C'est en tout cas ce qu'a affirmé jeudi le président Vladimir Poutine, qui revendique la libération, selon ses mots, de cette ville portuaire du sud de l'Ukraine. Moscou a publié cette vidéo, affirmant que l'ensemble du territoire avait été conquis, mais il est impossible de vérifier où elle a été filmée. Le président américain Joe Biden a pour sa part estimé que cette annonce était contestable. Selon Washington, les forces ukrainiennes ne cèdent pas, notamment dans l'usine d'Azovstal, où se trouvent toujours 2000 soldats. Le président ukrainien a lui déclaré que le Kremlin avait refusé sa proposition de cessez-le-feu dans l'est du pays. Malheureusement, la Russie a rejeté l'offre d'établir une trêve de Pâques. Cela montre bien comment les dirigeants de cet État se situent réellement par rapport à la foi chrétienne, par rapport à l'une des fêtes les plus joyeuses et les plus importantes. Mais nous gardons espoir. L'espoir de la paix, l'espoir que la vie vaincra la mort. Jeudi, Volodymyr Zelensky a également demandé une aide financière internationale, estimant que son pays avait besoin de près de 6,5 milliards € par mois pour compenser ses pertes économiques. Dans l'est de l'Ukraine, les Russes continuent leur progression. Kiev a indiqué que des dizaines de localités étaient tombées aux mains des troupes de Moscou. Sur le front nord, Kharkiv continue de subir les bombardements de l'artillerie russe. Au moins 2 personnes ont été tuées et 5 autres blessées après plusieurs bombardements dans la partie est de la ville. Quand la guerre a éclaté en Ukraine, 2 philosophes ukrainiens ont délaissé leur salle de cours et l'université pour aller combattre contre les Russes. L'un des deux s'appelle Oleksandr Komarov. Avant l'invasion, il dirigeait un groupe de philosophie dans la capitale. Il participe à des débats sur les philosophes allemands et travaillait sur sa thèse de doctorat. Il a depuis pris les armes et s'est enrôlé dans une unité d'artillerie sur la ligne de front. Il n'y a pas de liberté intellectuelle dans un pays autoritaire. Et je ne veux pas être un réfugié, je veux vivre dans mon pays, c'est pour cela que je me bats. Je suis certain que toute la société ukrainienne se bat avec nous. Oleksandr Komarov a été blessé lors des bombardements russes, mais le jeune philosophe reste déterminé à retourner sur le front lorsque sa jambe sera guérie. Nous, Ukrainiens, ne nous battons pas seulement pour notre pays ces jours-ci, nous nous battons pour l'ensemble de l'architecture politique du XXIe siècle. Comme Oleksandr Komarov, un autre philosophe ukrainien s'est engagé pour défendre son pays. Il se prénomme Yuri, professeur. Il est devenu tireur d'élite dans l'armée. Père de 5 enfants, la loi lui permettait de rester avec sa famille pour s'en occuper, mais il a préféré aller combattre. Pour des raisons de sécurité, il n'a pas souhaité envoyer de vidéos. Certains de ses camarades tireurs d'élite ayant été repérés et tués par les Russes après avoir utilisé leur téléphone portable.
La Russie a ajouté 29 citoyens américains à sa liste noire des personnes sanctionnées. Ce groupe de politiciens, de journalistes et d'hommes d'affaires est désormais interdit d'entrer en Russie. Il comprend la vice-présidente américaine Kamala Harris, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, le fondateur de Meta, Mark Zuckerberg, et les directeurs généraux de Bank of America et de LinkedIn. Moscou avertit également que les véhicules armés des États-Unis et de l'OTAN en Ukraine seront considérés comme une cible légitime. Mais ce n'est pas l'histoire qui fait la une des journaux en Russie. La plupart de la presse pro-Kremlin se concentre sur la réapparition du ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu. Il était aux côtés du président Poutine lorsqu'il a félicité l'armée pour le succès de l'opération de prise de Mariupol. Cependant, pour Mariupol, le département d'État américain affirme que les forces ukrainiennes tiennent toujours le terrain dans la ville et accuse la Russie de désinformation. Galina Polonskaya, Euronews from Paris. Les orthodoxes célèbrent Pâques ce dimanche, leur fête religieuse la plus importante. Pour l'occasion, de nombreux Ukrainiens ont décidé de rentrer dans leur pays pour être avec leur famille et soutenir les personnes restées sur place, malgré les risques que cela représente. Je rentre parce que les hommes qui sont restés là-bas ont besoin d'aide. Je vais cuisiner pour eux. Je pense que je suis encore capable de faire ça. C'est pourquoi je rentre à Kiev. Malgré le déplacement des troupes russes vers l'est de l'Ukraine, une grande partie du pays reste sous la menace des bombardements. Ce centre d'accueil pour réfugiés situé en Pologne essaye donc de convaincre les Ukrainiens de ne pas risquer leur vie. Nous ne pouvons forcer personne, mais nous essayons de convaincre les gens d'attendre un peu, surtout les mères avec de jeunes enfants. Mais pour ces Ukrainiens, la peur est moins forte que le besoin de retrouver leurs proches qu'ils ont quittés voilà près de 2 mois. Voyageant avec son fils, Julia veut retourner près de sa mère, restée en Ukraine. J'ai peur parce que notre région est encerclée maintenant. Les Russes sont partout autour de notre ville et ma mère est là-bas. Je suis profondément inquiète pour elle, car elle est seule. Je pensais que la séparation serait plus facile. Selon les chiffres du Haut-Commissariat aux réfugiés, plus de 5 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays à cause de la guerre depuis le 24 février dernier. Carlos Ghosn, rattrapé par la justice. Le parquet de Nanterre en France a délivré ce vendredi un mandat d'arrêt international à l'encontre de l'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan. Celui-ci est visé par une enquête pour abus de biens sociaux et blanchiment. La justice française s'intéresse à près de 15 millions d'euros de paiements considérés comme suspects entre le groupe Renault-Nissan et la société SBA, le distributeur du constructeur français à Oman, en péninsule arabique. Le franco-libanais brésilien vit à Beyrouth au Liban depuis sa fuite rocambolesque du Japon fin 2019. Il devait être jugé à l'époque pour malversation financière. L'avocat de Carlos Ghosn a fait part ce vendredi de sa surprise. Il a rappelé que l'ancien PDG avait toujours collaboré avec la justice française et qu'il fait par ailleurs l'objet d'une interdiction judiciaire de quitter le territoire libanais. Le mystère de la disparition de Madi va-t-il enfin être résolu ? Cette petite Britannique avait été enlevée le 3 mai 2007 dans l'appartement de vacances que ses parents avaient loué en Algarve, au Portugal. À la demande du parquet portugais, la justice allemande vient d'inculper le principal suspect, l'Allemand Christian Bruckner, actuellement en prison dans son pays pour trafic de drogue. Un soulagement pour les parents qui ont été longtemps soupçonnés. En 2020, la justice allemande a révélé qu'elle enquêtait sur ce pédophile, affirmant qu'il avait tué l'enfant. Le camping-car de Christian Bruckner avait été photographié dans cette région en 2007. Des puits ont été fouillés au Portugal, mais malgré des années d'enquête, la petite Madi n'a jamais été retrouvée.